Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu plus d'un mois et demi maintenant qu'il n'y avait pas eu de vidéo sortie de la semaine. Il y a eu des vacances, il y a eu pas mal de choses aussi qui ont fait du coup que j'ai pas pu vous faire de vidéos les week-ends. Mais cette semaine, il y a eu beaucoup de nouveautés dont j'avais envie de parler avec vous, donc c'est parti. On reprend un rythme régulier à partir de maintenant, je l'espère, et on est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve sur le Instagram de Mangadokas, que vous pouvez voir ici. La story qui va nous intéresser, c'est la story à la une news sortie de la semaine. Comme d'habitude, ça nous emmène sur ce petit jingle où vous allez avoir du coup un lien vers le site internet du magasin. Donc on attaque cette semaine avec des sorties de chez Nobinobi, à savoir le manga de Star Wars sur Luke Skywalker, ainsi que le manga Star Wars sur Leia. J'ai pas encore pu les lire malheureusement, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ensuite, on a également eu la sortie du tome 2, toujours aux éditions Nobinobi, du Star Wars, la Haute République, un équilibre fragile. On enchaîne avec chez Delcourt Tonkam la sortie du tome 6 de Légende vivante ainsi que la sortie du tome 6 de Réincarné dans un autre monde. Chez Pika, la sortie du tome 5 de A Couple of Cuckoos, donc une très bonne comédie romantique où je rappelle le principe, c'est que vous allez suivre deux enfants qui ont une vie radicalement différente l'un de l'autre et qui en fait vont apprendre qu'ils ont été échangés à la naissance. Et donc les parents, plutôt que de faire un échange inverse et d'enlever en fait à leur famille les enfants qui ont grandi, ils décident de les faire se marier, comme ça ils pourront appartenir directement aux deux familles. C'est un subterfuge plutôt intelligent, la comédie romantique je la trouve assez drôle, je suis pas à jour, je pense que pour l'instant j'ai dû m'arrêter au tome 3, mais il faudrait que je fasse le tome 4 et 5 pour voir comment ça évolue. On a également eu le tome 2 de J'irai te tuer dans tes rêves, un bon thriller en fait dans lequel on va suivre un jeune homme qui a perdu sa sœur et qui va chercher en fait les trois meurtriers de sa sœur. Les trois meurtriers étaient mineurs au moment de l'acte et donc en fait ont pu bénéficier de la protection des mineurs dans ce cas de figure et en fait ont eu une peine très légère par rapport aux crimes qu'ils ont commis et surtout peuvent maintenant vivre plutôt tranquille grâce à l'anonymat. Donc notre jeune personnage en fait lui ce qu'il décide de faire c'est de partir à la recherche de ces meurtriers là pour voir si oui ou non ils éprouvent des regrets par rapport à l'acte qu'ils ont commis et si ils éprouvent du regret il les laisse tranquilles, mais s'ils n'en éprouvent pas alors dans ce cas là il décide de se venger. Mais il a une manière de procéder un petit peu particulière puisque notre jeune homme lui a la faculté en fait de quand il s'endort de pouvoir se détacher de son corps et de pouvoir rentrer en fait dans le rêve d'une personne. Pour rentrer dans le rêve de cette personne, il faut absolument qu'elle lui ait touché la main de manière volontaire, enfin touché son corps de manière volontaire, sinon il ne peut pas rentrer dans le rêve de cette personne. Mais une fois à l'intérieur, en fait, il peut lui faire n'importe quoi. Et surtout, en fait, les sévices qu'il fait subir à cette personne dans ses rêves se répercutent dans la vraie vie. Donc s'il étrangle quelqu'un dans ses rêves, cette personne sera étranglée dans la vraie vie. Le concept est assez intéressant, c'est une série courte en 4 ou 5 tomes, je ne sais plus. Et c'est plein de belles promesses pour la suite, j'espère que ça va continuer sur cette lancée parce que pour l'instant, les deux premiers tomes étaient assez réussis, je trouve. Aux éditions Tokidoki, nous avons eu la sortie du tome 9 de Sao Tome. Chez Kabooks, nous avons eu une nouvelle série, donc le tome 1 de Dungeon Reset. Dans les premières pages de cette série, j'avais l'impression de lire un nouveau Dead Game version webtoon cette fois, sauf qu'en fait pas du tout. Il y a bien une vibe Dead Game, mais il y a surtout en fait une vibe un petit peu à la solo leveling dans les grandes lignes où notre personnage va devoir acquérir de l'expérience, va acquérir des capacités, mais pas du tout celles qu'on aurait pu imaginer à la base. En fait notre jeune homme était déjà un petit peu à l'écart du groupe dans lequel il était, puisque c'est une personne qui n'a pas réussi à développer de capacités de combat. Lui c'est des capacités annexes on va dire et jugées peu utiles en tout cas pour les autres combattants du groupe, puisque lui il a réussi à développer la capacité purification, donc il peut purifier l'eau, purifier la nourriture et tout, mais par contre au combat ça ne lui sert strictement à rien, donc dans un dead game plutôt compliqué. Sauf qu'à un moment donné il va se passer un truc, c'est que notre personnage principal va tomber dans un piège. Et ce piège est censé être réputé pour ne pas avoir en fait de taux de survie, c'est-à-dire que tu tombes dedans, tu clames, c'est une obligation. Et sauf qu'en fait il va pas mourir tout de suite, le maître du jeu va faire un sort de soin parce qu'il est un petit peu sadique, il veut remettre tout le monde d'aplomb pour que tout le monde puisse se refaire charcuter bien direct derrière. Et donc en fait notre jeune personnage au moment où le donjon reset, il va se retrouver donc dans le piège mais toujours vivant, et en partant de là, comme le piège est vraiment très haut, il décide de creuser un petit peu, et à force de creuser, il va
gagner la capacité en fait de contrôler un petit peu la Terre, mais vraiment quelque chose de très basique et qui encore une fois ne sert à rien dans un combat. Donc notre personnage va être considéré comme une anomalie par le maître du jeu qui va tout faire pour essayer de le faire tuer, mais en vain, puisque grâce à ses capacités toutes nulles et qui n'ont aucun rapport avec le combat, il va réussir à s'en sortir en fait plus ou moins. Honnêtement, dit comme ça a peut-être pas l'air incroyable, l'histoire et c'est vrai, pas le scénario le plus incroyable que j'ai pu lire récemment, mais pour le coup je trouve que ça fonctionne bien, j'aime bien l'humour, j'aime bien la manière dont c'est raconté à l'intérieur, et je trouve que c'est plein de belles choses pour la suite. Le point négatif c'est que c'est du webtoon, et comme beaucoup de webtoons, malheureusement ça peine à trouver son public chez nous. Ensuite on a eu le tome 2, toujours chez Kabooks, de The Abandoned in Press. Encore une fois la couverture est somptueuse. Chez Kazé #Crunchyroll nous avons eu la sortie du tant attendu Dan. C'est la grosse nouveauté de fin d'année. Encore une fois, c'est chez Kazé Crunchy. L'année dernière, c'était Kaiju numéro 8. Cette année, c'est Dan. Encore une fois, il y a eu un énorme plan de com mis en place. Il y a eu beaucoup d'influenceurs qui ont reçu des kits presse, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que nous raconte Dan concrètement? Vous allez suivre Momo Ayase et Ken Takakura, je crois qu'il s'appelle, il me semble, le petit gars que vous avez sur la couverture du tome 2. Momo, elle, croit dur comme fer aux esprits. Lui croit dur comme fer aux aliens. Mais l'un et l'autre du coup ne croient pas aux croyances de l'autre. C'est-à-dire que Momo ne croit pas aux aliens et lui ne croit pas du tout aux esprits. Donc ce qu'il décide de faire, c'est de se lancer une sorte de défi où Momo va devoir aller dans un lieu où c'est quasiment sûr qu'on va choper des aliens, et lui va devoir aller dans un endroit qui est surhanté pour essayer de voir un esprit. Ken, lui, va se faire prendre ses parties génitales par Mémé Turbo, l'esprit du tunnel, et Momo va, quant à elle, se faire enlever par des aliens qui lui veulent pas forcément du bien. Et c'est comme ça que va débuter en fait l'histoire de nos deux personnages qui vont se retrouver. Petit truc assez drôle, c'est qu'en fait Momo, elle a toujours rêvé de sortir avec quelqu'un s'appelant Ken Takakura qui serait un gros loupard. Au final, elle va rencontrer un Ken Katakura, sauf que c'est pas du tout un gros loupard, c'est le petit nerd discret et qui croit dur comme fer aux aliens. Donc c'est assez rigolo. Pour autant, en fait, lui, en se faisant posséder et voler ses parties génitales par Mémé Turbo, il va acquérir quand même un drôle de pouvoir. Et pour l'instant, j'ai fait que le tome 1, je meurs d'envie de faire le tome 2, mais au niveau de l'humour, ça m'a fait rire. Honnêtement, par contre, c'est pas un humour accessible aux plus jeunes. Je pense que Dan c'est pour les 14-15 plus en fait, difficilement avant. Ça parle énormément de cul au niveau de l'humour, donc voilà. Pour autant, si jamais vous avez plus de 15 ans, je pense que c'est vraiment une très très bonne série à faire et je suis très curieux de voir comment ça va évoluer par la suite. Chez Mangetsu, nous avons eu la sortie du tome 5 de Shigaime, la sortie du tome 10 de Chiruran, la sortie du tome 2 du très bon Golden Guy, où en fait vous allez suivre Guy qui est un Yakuza, mais pas un Yakuza vraiment comme les autres. Lui il a vraiment des valeurs, il est là pour son clan. En fait il a tout l'air d'être un gentil plutôt qu'un chef de gang mafia. Le souci c'est que la branche de son clan, dont il est le chef, posséderait apparemment un énorme trésor hérité de l'ancien chef de clan, et donc en fait d'autres parties du clan sont après lui et lui veulent du mal pour essayer de récupérer ce trésor. Donc en fait dans cette série on va voir comment il essaye de se dépatouiller de tout ça, de tous les complots qui lui tombent dessus, les coups montés, les coups fourrés, enfin bref, c'est vraiment un très bon début de série, les 2 tomes étaient cool. Donc si vous aimez les histoires de gang et de Yakuza, moi je vous le recommande chaleureusement. Autre suite d'une très très bonne série, on a eu le tome 4 des Enfants d'Hippocrate, toujours chez Mangetsu, et c'est par le scénariste du Bateau de Thésée. Dans les Enfants d'Hippocrate, en fait vous allez suivre les aventures de Mako, qui est un médecin pédiatre, qui a la particularité en fait d'être vraiment à fond du côté des enfants. Il est là vraiment pour essayer de les mettre à l'aise, pour essayer de sympathiser avec eux, limite en faire des amis grosso modo. Il hésite donc pas à se mettre en scène pour briser la glace et mettre en confiance les enfants. Il a des petites crocs grenouilles, un stylo caca, enfin bref, tout ce qui pourrait plaire et faire rire des enfants à la base. Et on va voir comment il essaye de mettre en pratique ses valeurs pour essayer de sauver les plus jeunes. En avançant dans l'histoire, il y a un élément dont je vais pas vous parler, mais qui en fait va vous confronter à une autre vision du métier de pédiatre, et ça je trouve ça très intelligent la manière dont ça a été fait. On va également vous parler de l'histoire que Mako a eu avec sa mère et son père, enfin tous les désaccords, tous les conflits familiaux qu'il peut y avoir. C'est tout ce dont on va parler en fait à l'intérieur des Enfants d'Hippocrate, qui est une très bonne série et que je vous recommande chaleureusement. Ensuite aux éditions Doki Doki, nous avons eu la sortie du tome 14 de Classroom for Heroes, ainsi que la sortie du tome 3 de Chat de Yakuza. Aux éditions Pika, la sortie du tome 3 de Rokudenashi Blues, que j'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement. Ce tome 3, j'avais fait les 2 premiers, ils étaient tous les 2 excellents. J'ai vraiment l'impression de relire une trame à la Slam Dunk dans un premier temps, avec de la bagarre, beaucoup d'humour, un petit peu de sport. On va voir si la boxe va gagner de l'ampleur par la suite.
et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Aux éditions de Delcourt, la sortie du tome 9 du Jeu de la Mort, la sortie de la BD, enfin ça ressemble à un format BD en tout cas, donc qui s'appelle Le Ciel pour Conquête, c'est par une autrice coréenne si je vous dis pas de bêtises. Et en fait, à l'intérieur de cette série, vous allez suivre l'histoire d'une jeune Hollandaise qui rêve de sillonner le ciel, de voler, de parcourir, de découvrir plein de choses. Et qui, en fait, en observant un petit peu les choses autour d'elle, va comprendre le fonctionnement et va inventer en fait ce qui s'apparente à la toute première montgolfière. Le souci c'est que c'est une femme d'une époque où être une femme c'était vraiment très compliqué, où tout simplement elle ne va pas être respectée pour ses idées, une femme qui essaye de voler, son mari a peur que les gens la prennent pour une sorcière et va essayer de la brider en fait au fur et à mesure. En plus de ça, on va suivre sa rencontre avec la jeune femme que vous voyez là dans son dos qui est un petit peu typée asiatique. Cette jeune femme, c'est en vérité une esclave que son mari a achetée en fait au cours d'un voyage. Enfin, est-ce qu'il a vraiment acheté ça? Vous le découvrirez en lisant en fait la BD. Honnêtement, c'était un bon moment de lecture. Je suis vraiment triste de la manière dont se termine cette histoire. J'aurais aimé une fin un petit peu différente. Mais soit, je sais pas si c'est une histoire vraie, je sais pas si c'est la véritable histoire de cette jeune femme, j'ai pas été vérifié. Si c'est le cas, malheureusement, c'est d'une tristesse inouïe, et bref, je vous laisse vous faire votre propre avis en le découvrant, c'était un bon moment de lecture. Aux éditions Komiku, vous avez eu la sortie du tome 2 de H, le bâtisseur de civilisation, ainsi qu'aux éditions Pika, la sortie du tome 8 de I'm Standing on a Million Lives. Chez Manabook, la sortie du tome 24 de Dragon Quest, il est super beau ce tome 24, enfin la couverture je la trouve magnifique. La sortie également du tome 10 de Persona 5. Aux éditions Kiun, la sortie du tome 4 de Ranking of Kings, j'aime beaucoup trop cette série, vous le savez. Dans cette série, vous allez suivre les aventures de Bojji, qui est un prince héritier d'un roi extrêmement puissant dans une société où il existe un classement entre rois, d'où le Ranking of Kings. Mais malheureusement pour lui, il est sourd et muet, et donc il a beaucoup de mal à se faire comprendre. Il comprend très bien le monde qui l'entoure, malgré les apparences qui peuvent être parfois trompeuses, mais par contre, lui peine à se faire comprendre et à gagner en crédibilité auprès des gens. Il n'a pas beaucoup de force, il n'arrive pas à porter une épée, il ne sait pas se combattre. Les gens sont très inquiets quant au fait qu'il puisse reprendre les rênes du pays, mais lui, ça lui tient à cœur de montrer qu'en fait on peut régner de manière différente et qu'il n'y a pas que la force qui compte pour faire un bon roi. Ensuite nous avons eu le comics, le animé comics de My Hero Academia Heroes Rising, donc l'animé comics du film qui est sorti là il n'y a pas longtemps. C'est donc à l'intérieur tout en couleur, c'est des sortes de captures d'écran en fait du film avec les dialogues et tout, enfin vous connaissez le principe. D'ailleurs cet animé comics vous pouvez le retrouver dans le collector qu'on verra juste après. Il y a également eu la sortie du tome 34 de My Hero Academia, donc ça c'est la version simple, ainsi que du coup le tome 34 de My Hero Academia en version collector dont je trouve le visuel de Bakugo absolument incroyable. À l'intérieur du collector, vous allez retrouver donc le tome 34 classique, ainsi que le tome de l'animé comics qu'on a vu juste avant, et un stand acrylique de Choto, ainsi qu'un ex-libris de Choto. D'ailleurs, je trouve ça très bizarre d'avoir mis une couverture de Bakugo et un ex-libris et un stand acrylique de Choto à l'intérieur. Je trouve que ça aurait fait plus sens de faire la même chose avec Bakugo, mais bon, ou de mettre Choto sur la couverture. Mais soit, c'est un très beau collector. Il nous en reste d'ailleurs actuellement à Mangadoka si jamais ça vous intéresse. Il est à 17,25€ si je vous dis pas de bêtises. Ensuite, aux éditions Komiku, nous avons eu la sortie du tome 16 de Arte, qui est un des coups de cœur de Madeline, qui va vous parler de peinture, de renaissance et d'une jeune femme qui essaye de se faire sa place. Une très très bonne série que je vous invite chaleureusement à découvrir. Nous avons eu aux éditions Luna la sortie du tome 1 de Circe, donc qui est du manga français, la sortie du tome 7 aux éditions Doki Doki de Freya, l'ombre du prince. Chez Sakamanga, aussi appelé Casterman, vous allez avoir la sortie du tome 7 et du tome 8 de Last Man, qui là aussi est du manga français. On approche doucement de la fin, puisque c'était en 12 ou 13 tomes, si je vous dis pas de bêtises, à la base. Je l'ai pas précisé, mais c'est une réédition, c'est pour ça que j'avais dit que c'était en 12 ou 13 tomes à la base. Nous avons eu chez Kiun la sortie du tome 4 de l'Éden des sorcières, ainsi que la sortie du tome 31 chez Komiku du chef de Nobunaga. Aux éditions Kurokawa, la sortie du tome 1 et 2 de Call of the Night. Les covers sont magnifiques, les dos sont magnifiques également, c'est du très beau travail graphique que
nous propose Kurokawa encore une fois. Ça me rappelle le travail qui a été fait sur Kemono Incident, et la série en fait m'intrigue beaucoup parce que je les trouve magnifiques les tomes, et donc voilà, ce même constat sur Call of the Night. En fait, vous allez suivre l'histoire d'un jeune homme qui est reclus qui vit reclus chez lui, qui ne va plus à l'école parce que beaucoup de soucis en fait avec le collège, et un soir en fait il décide de sortir se balader la nuit. Il va découvrir un monde complètement différent de celui qu'il connaissait d'habitude, beaucoup moins oppressant, où il a vraiment une sensation de liberté en fait en vivant la nuit. Donc il va se balader, il va faire une rencontre en fait avec la jeune fille que vous voyez sur la première couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Cette jeune fille semble assez étrange, parle pas mal de choses portées vers le sexe, on va parler de cul, ce genre de truc, mais elle va lui faire une proposition un petit peu particulière. En fait, elle va demander au jeune homme de la suivre jusqu'à chez elle, de s'endormir à côté de elle et tout, mais plutôt que de passer à l'acte, on va dire de manière charnelle, ce qu'elle décide de faire, c'est de lui croquer le cou, puisqu'en fait c'est une vampire. Voilà, elle lui avait pas dit au départ, elle va lui apprendre par la suite. Et là, notre jeune homme, lui, plutôt que d'avoir peur, il est complètement fasciné puisqu'il aimerait devenir un vampire. Il a entendu parler du fait que si un humain se fait croquer par un vampire, il va se transformer en vampire à son tour. Ce à quoi la jeune fille va lui répondre que c'est vrai, mais à une certaine condition. Il faudrait que lui soit éperdument amoureux d'elle au moment où elle le croque. Donc il décide tout simplement de se mettre en tête de devenir follement amoureux d'elle. Donc on a une sorte de comédie romantique assez particulière qui va s'installer. On va parler pas mal de copulation, enfin de plein de choses, mais il n'y a jamais de passage à l'acte, en tout cas pour l'instant par rapport à ça. Je trouve la série relativement drôle et bien construite en tout cas pour ce début. C'est assez prometteur pour la suite, et pour le coup en plus je trouve ça assez original de voir cette histoire qui pour une fois ne se passe pas dans un cadre professionnel ou scolaire, qui est aux antipodes de ça se passe la nuit. Graphiquement c'est assez peu conventionnel également, donc c'est un titre qui je trouve se dénote vraiment du reste, et je vous invite absolument à aller le découvrir. Chez Kiun, nous avons eu la sortie du tome 1 des Amants Sacrifiés par le très très bon Masazumi Kakizaki, donc l'auteur de Rainbow dont on a déjà pu parler sur la chaîne. Vous le savez, j'adore Rainbow et j'adore la patte graphique de Kakizaki, donc je ne pouvais pas passer à côté de la sortie de ce tome 1. À l'intérieur en fait vous allez suivre un couple, donc une jeune femme au foyer et un homme qui est patron en fait d'une entreprise d'import-export au Japon. On est dans un contexte en 1940 où le Japon est en pleine seconde guerre mondiale en fait, dans le camp de l'Allemagne, de l'Italie et tout ça. Les personnes vivant au Japon à ce moment-là et ayant un train de vie occidental commencent à poser un petit peu problème. Et c'est ce qu'on va faire comprendre en fait à notre jeune femme. On va lui dire que là, son mari commence à avoir beaucoup trop d'habitudes en fait très occidentalisées, à vivre un peu comme un Européen ou un Américain, et ça déplaît fortement en fait aux institutions japonaises qui sont très traditionnalistes et qui aimeraient que tout se passe un petit peu comme à l'époque. Donc voilà, notre jeune femme explique que bon, c'est pas fait de manière méchante ou volontaire ou pour quoi que ce soit d'autre, mais suite à un voyage de son mari en Mandchourie, elle va apprendre quelque chose qui va attiser un petit peu sa curiosité, et son flair va faire qu'elle va commencer à mener un petit peu son enquête, et c'est ainsi qu'elle va découvrir des choses, avoir la puce à l'oreille en fait sur les agissements de son mari. Donc on va partir sur une histoire que j'avais pas du tout vu venir, honnêtement. J'avais ma petite idée de ce qu'allait être le scénario de cette série, et en fait pas du tout. Je suis très surpris en le lisant, agréablement surpris pour le moment quand même, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans ce tome 2, parce que va falloir conclure cette intrigue, et j'espère que le tome sera un petit peu plus épais, parce que ce tome 1 était relativement fin et assez vite lu malheureusement. Après par contre c'est du grand format, et ça c'est tellement agréable d'avoir du Kakizaki en grand format, le dessin s'y prête tellement, enfin bref, j'adore. Ensuite aux éditions Koyohan, nous avons eu la sortie du tome 2 de Mirror Game. Je vous en parle pas plus parce que j'ai réalisé un réel et un TikTok dessus, donc je vous inviterai directement à aller sur mon Insta et mon TikTok pour voir si jamais ça vous intéresse. On a également eu la sortie du tome 3 du très bon Sweet Home par l'auteur de Bâtard également, et c'est aux éditions Kiun. C'est du webtoon, c'est du grand format, bien solide et tout, enfin vous en avez pour votre argent avec cette série. Ensuite au Lézard Noir, nous avons eu La Maison aux Insectes. Chez Kabooks, nous avons eu la sortie du tome 1 de Naviera. C'est un énorme coup de cœur pour moi cette série, honnêtement j'ai adoré le lire. Dans Naviera, vous allez suivre un papy de 73 ans, si je vous dis pas de bêtises, qui va malheureusement en fait perdre un ami cher. Donc ce papy va nous expliquer comment avec l'âge en fait on a tendance à s'habituer à tout, plus ou moins malgré nous, et surtout on va devoir apprendre à s'habituer au deuil et au fait de perdre des personnes qui nous sont chères. Donc ça commence sur une ambiance assez plombante quand même, et ce grand-père, comme je vous l'ai dit, a perdu un de ses amis d'enfance qui lui
était passionné de photographie mais n'a jamais en fait exploité à fond sa passion étant donné qu'il devait s'occuper de son foyer. Ce qu'a également dû faire en fait notre papy. Donc lui, maintenant qu'il est à la retraite, que ses enfants sont en âge de travailler, s'assument tout seul et tout, il décide en fait de profiter du temps qui lui reste pour vivre à fond sa passion qui est la danse classique et le ballet. Donc il décide de s'inscrire dans un club de danse, au début pas évident, il va rencontrer le jeune homme que vous voyez sur la couverture qui plus ou moins malgré lui va devoir également lui apprendre à danser. Notre papy va devoir faire face au regard des gens parce que c'est un chef de famille en tant que grand-père et donc se mettre à la danse classique à son âge en étant un garçon c'est assez mal vu. Donc on va vraiment avoir ce côté très fort en fait du regard des autres de la société coréenne, mais qui ne va pas freiner pour autant notre papy qui est vraiment déterminé à vivre sa passion jusqu'au bout et à essayer d'être un danseur de ballet et de danse classique. Je trouve ça absolument magnifique comme histoire. Il y a une adaptation Netflix qui, à ce qui paraît, est très belle elle aussi, donc je suis très curieux de la faire. Mais que ça soit le scénario, le dessin, la colorisation, pour moi cette série c'est un grand oui, c'est un vrai coup de cœur. Et je sais que les autres personnes de l'équipe l'ayant lu le partagent également. Donc voilà, Naviera, le tome 1 chez Kabooks, je vous le recommande chaleureusement. Il y a eu également la sortie de l'artbook de Genshin Impact, la sortie du tome 4 de la Hokage de Naruto, la sortie du tome 2 de Arena aux éditions Vega Dupuis, donc c'est le webtoon du chef otaku. Aux éditions Kana, la sortie du tome 4 de Lovely Friendzone, la sortie également du tome 14 de Atom's Beginning, ainsi que la sortie du tome 8 de Love Fragrance dans la collection Life, une très très bonne collection dont on a déjà pu parler sur la chaîne. Aux éditions Vega Dupuis, la sortie du tome 11 de Kakushigoto ainsi que la sortie du tome 11 de The Far East Incident que j'ai pas encore eu le temps de lire malheureusement. La sortie aux éditions Harpelume du tome 3 de Chronotics Express ainsi que la sortie aux éditions Château de la comédie romantique Pseudo Harem. Aux éditions Mao, la sortie du tome 1 de Rollover Endai que je n'ai pas eu le temps de lire non plus malheureusement. La sortie chez Shiba édition du tome 2 de Zingnize ainsi que chez Fujimanga la sortie du Kamen Rider V3 et pour finir nous avons eu chez Shiba édition la sortie du tome 5 de Colorless qui déjà a une couverture absolument incroyable, je la trouve magnifique, les couleurs, le dessin, enfin tout est très réussi sur cette couverture et la série Colorless est également très intéressante. Si jamais vous ne connaissez pas en fait, vous allez suivre un monde post-apocalyptique dans lequel la couleur a complètement disparu, ou presque. Il reste quelques fragments de couleur par-ci par-là, donc forcément, vous vous en doutez, ça attise la convoitise de beaucoup de personnes assez mal intentionné on va dire, et notre personnage principal qui est un chercheur sur tout ce qui est les fragments de couleur et tout décide donc de partir à l'aventure pour plus ou moins ramener la couleur dans le monde. Enfin le concept est trop cool parce que ce qui va se passer c'est que dans le premier tome il y a très peu de couleurs en fait à l'intérieur et plus on avance dans l'histoire, plus on découvre de nouveaux fragments de couleurs, plus il y a de couleurs à l'intérieur du tome et tout. Donc théoriquement à partir d'un moment en fait l'histoire devrait être entièrement colorisée et je trouve ça trop intelligent et bien vu la manière d'intégrer la colorisation en fait comme élément à part entière de l'histoire, c'est super. Donc voilà, un très bon titre chez une petite maison d'édition qui vaut vraiment le coup d'être soutenu, donc je vous invite chaleureusement à aller découvrir cette série. Et c'est donc tout pour cette semaine, on a pu faire un tour d'horizon de tout ce qui est sorti en manga, il y a eu pas mal de choses, honnêtement, beaucoup de séries dont j'avais très envie de vous parler, comme par exemple Naviera qui était un énorme coup de cœur, mais je pense que Naviera on en reparlera sur le Insta, sur le TikTok parce que j'ai très envie de vous parler de cette série. Donc en attendant les personnes en train de l'écouter la vidéo en faisant la vaisselle, j'espère que vous avez réussi votre mission sans rien casser, que vous avez eu le temps de terminer. Pour les autres, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Prenez soin de vous, à très vite, ciao ciao.